C'est assez perturbant parce que t'as les blancs qui vont t'appeler la Renoir et t'as les noirs qui vont dire que t'es pas une vraie noire. Enfin du coup t'es un peu entre les deux quoi. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon métissage, plus particulièrement des différents questionnements que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. Avant toute chose, je tiens juste bien à souligner que je vais utiliser l'adjectif métisse tout au long de la vidéo et qu'on est bien d'accord sur le fait que cet adjectif ne fait pas référence à une couleur de peau mais bien à une personne issue d'un mélange de deux ethnies et de deux cultures différentes. Par exemple, un Eurasien est une personne métissée de par son mélange asiatique et européen. En ce qui me concerne, je suis issue d'un métissage franco-nigérian, donc ma maman est nigériane et mon papa est français. Avoir un discours par rapport à ce type de métissage, à savoir un métissage issu d'un couple blanc-noir. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de cette quête identitaire auquel beaucoup de métis sont confrontés au cours de leur vie. Parce qu'être métisse, c'est pas toujours quelque chose de simple, c'est se poser beaucoup de questions par rapport à cette double culture, par rapport à cette dualité. C'est parfois avoir le sentiment de devoir choisir un camp entre guillemets, on a l'impression que les deux côtés s'affrontent et qu'on doit se positionner, etc. Donc je vais vous expliquer dans quelle mesure ça peut être un peu troublant pour une personne métisse. Donc je vais tout simplement vous parler de mon expérience et vous raconter ma vie. Quand j'étais enfant, je dirais avant le primaire, je voyais pas du tout que mes parents n'avaient pas la même couleur de peau. Pour moi c'était juste mes parents, mon père, ma mère. Je sais pas comment expliquer mais vraiment c'est comme si j'avais pas cette conscience de couleur de peau. Ouais, je me posais aucune question. C'est à partir du primaire du coup que j'ai commencé à voir que ma famille n'était pas exactement comme toutes les autres familles. Quand mon père venait me chercher à l'école par exemple, il y a des enfants qui me demandaient si j'avais été adoptée et donc là j'ai commencé à voir que j'avais effectivement pas la même couleur de peau que ma mère ni la même couleur de peau que mon père et que j'étais café au lait. Donc voilà, c'est comme ça que mes parents définissaient ma couleur de peau et celle de mes frères et sœurs. Je voyais que j'avais une partie de ma famille qui était blanche, une partie de ma famille qui était noire. Mais enfin voilà, pour moi ça changeait rien. Je vivais en France, j'allais parfois en vacances au Nigeria et puis voilà, ça s'arrêtait là quoi. C'est plutôt à partir de quand j'ai commencé à grandir, à me construire, que je suis passée par différents questionnements et que je suis passée par ce qu'on peut appeler une crise identitaire et notamment par rapport au regard des gens. Je dirais que c'était à partir du lycée. Déjà j'ai pu constater tout simplement que suivant le lieu où je me trouvais, j'étais pas vue de la même manière. Donc très clairement en France les gens me mettent dans la case noire et quand je suis au Nigeria les gens me mettent dans la case blanche. Je me rappelle une des premières fois où je suis allée au Nigeria, j'étais super surprise parce que personne m'a jamais appelée la blanche en France et là-bas c'était vraiment la blanche. Limite on me croit pas quand je dis que ma mère est nigériane parce que je suis très claire de peau par rapport à eux et du coup ouais, première fois où je me suis dit c'est bizarre. Alors qu'en France à partir du moment où tu as des signes visibles de ton ascendance noire, donc à savoir une couleur de peau un peu plus foncée, des cheveux frisés ou crépus, des lèvres charnues, etc. On va tout de suite te considérer comme une noire. T'as déjà ce truc où tu te dis c'est bizarre, pour certaines personnes je suis blanche, pour certaines personnes je suis noire, alors que toi tu te mets pas forcément dans une des deux cases tout simplement. En fait tu vas être confronté à des réflexions de la part des deux communautés, donc ça peut être des réflexions du style non mais toi tu te prends trop pour une blanche, t'es pas une vraie noire, ou au contraire des réflexions qui disent que je revendique trop mon côté noir, je suis plus fière de mon côté noir que de mon côté blanc, que je veux trop faire ma noire en utilisant certaines expressions. Donc en fait, en fonction de avec qui tu es, soit tu es trop noir, soit tu l'es pas assez. Parfois tu as le sentiment d'être rejeté par les noirs, tu as le sentiment d'être rejeté par les blancs parce qu'ils vont te considérer comme quelqu'un de différent et les noirs ils vont se dire t'es pas assez noir, tu es light skin, ce qui t'offre des privilèges, ce qui est vrai comparé à des personnes plus foncées de peau. Tu as certains privilèges et du coup pour beaucoup de personnes t'es pas légitime à parler de ce que les personnes noires peuvent vivre dans la société parce que tu ne l'es pas à 100%. Donc après je veux pas faire de généralité, bien sûr tous les noirs ne rejettent pas les métis et tous les blancs ne rejettent pas les métis non plus. En fait c'est juste que tu vas avoir des réflexions et tu sais pas trop comment te positionner. Très vite tu constates que la difficulté dans un métissage blanc-noir c'est qu'il y a des rapports conflictuels entre ces deux communautés. Après le métissage n'est pas vu de la même manière dans tous les pays, donc là je parle par rapport à la France, mais par exemple aux États-Unis il faut savoir qu'il y a la One Drop Rule, la règle de l'une goutte qui date de l'esclavage, qui dit que si tu as une seule goutte de sang noir, tu es considéré comme noir. Donc par exemple une star comme Mariah Carey, elle est considérée comme noire aux États-Unis parce que elle a du sang noir, même si c'est qu'un petit peu. Du coup aux États-Unis, moi j'y suis allée il y a 4 ans pour étudier, donc j'étais à New York pendant un semestre. Là-bas on m'a demandé plusieurs fois en gros est-ce que je me sentais blanche ou noire et qu'est-ce que j'avais choisi comme camp.
question à laquelle je réponds toujours, j'ai pas à choisir. Enfin, c'est comme si tu me demandes de choisir entre ma mère et mon père. Enfin, je ne peux pas choisir. Et là-bas, on me faisait vraiment comprendre que c'était important, qu'il fallait absolument que je choisisse parce que c'est ça qui définissait mon identité, etc. Là-bas, c'est encore quelque chose d'assez tabou. C'est pas aussi répandu qu'en France. Après, je pense, j'ai pas la science infuse, je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes métisses qui vont plus facilement s'identifier aux noirs parce que dans notre société, on va pas leur faire ressentir que ce sont des personnes blanches. En France, on va tout le temps me demander mes origines, faire des commentaires par rapport à mes origines, associer certains clichés par rapport à ma couleur de peau, par rapport au métissage, par rapport à mes cheveux, ce genre de choses. Donc en fait, tu vas forcément plus t'identifier à la communauté noire. Après, c'est mon point de vue parce que je sais que pour beaucoup de noirs, les métis peuvent pas s'identifier à la communauté noire parce que on est plus clair de peau, qu'on a du sang blanc tout simplement, mais je pense qu'on est aussi sujet à du racisme ordinaire, du racisme systémique et tout, mais peut-être pas dans la même mesure parce que on a des privilèges que les noirs n'ont pas. Je vais pas dire que j'ai le même combat qu'une femme noire aujourd'hui dans la société parce que c'est pas vrai. Le métis est plus privilégié, elle est beaucoup plus représentée également dans les médias, etc. Du coup, le positionnement des personnes métisses, je pense que ça dépend, que c'est propre à chacun. Ça dépend de l'environnement dans lequel la personne a grandi, ça dépend de son histoire, ça dépend du vécu de la personne, ça dépend de son expérience avec le racisme. Il y a des métis qui vont se définir comme noirs parce que voilà, ils vont avoir souffert de racisme, etc. Ils vont avoir grandi dans un environnement où c'était la culture noire qui était prédominante chez eux. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. L'autre jour, j'avais vu un témoignage d'une métisse qui avait un papa noir et une mère blanche. Elle avait très peu de contact avec son père. C'est sa mère blanche qui l'a élevée et elle était tout le temps dans un environnement avec sa famille blanche. Elle n'a jamais connu sa culture noire. Du coup, elle disait que dans sa tête, elle était blanche parce qu'elle avait aucun lien avec cette partie-là d'elle et du coup, elle connaissait pas en fait. Elle s'est tout simplement identifiée à son côté blanc. Au début, je trouvais ça bizarre parce que c'est assez rare en fait que des métis se disent je me sens blanc, mais en fait après avoir écouté son témoignage, en fait c'était parfaitement normal parce qu'elle ignorait tout en fait de son autre culture et elle disait que ça la gênait quand les gens lui demandaient ses origines parce qu'en fait elle connaissait tellement pas cette partie là d'elle qu'elle était un peu perdue, etc. C'est pour ça que quand les gens disent ouais j'aimerais bien avoir des enfants métis et tout, faut vraiment se rendre compte de ce que c'est que d'avoir des enfants métis parce qu'un enfant métis, et franchement là je parle pour tous les types de métissage, je pense que c'est pareil pour les eurasiens, pour les autres mélanges, pas uniquement blanc-noir, mais il y a vraiment une part de responsabilité des deux parents de vraiment transmettre les deux cultures à l'enfant pour qu'il se construise correctement et pas qu'il sente qu'il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'être métis c'est être ni l'un ni l'autre. Personnellement j'ai jamais été d'accord avec cette phrase parce que pour moi c'est pas être ni l'un ni l'autre, c'est justement être les deux, c'est être noir et blanc en même temps. Je me positionne tout simplement en tant que personne qui est les deux. Je pense que c'est vraiment une richesse d'avoir deux cultures. Je sais que j'ai de la chance parce que mes parents m'ont transmis vraiment les deux cultures. J'ai grandi en France et pourtant j'aime mon côté noir autant que mon côté blanc. Je suis très contente d'avoir hérité de ces deux cultures là et je pense que c'est vraiment une force d'avoir depuis que t'es enfant une ouverture sur plusieurs cultures. Mais voilà, après ça peut prendre du temps de vraiment comprendre tout ça. Je pense que chaque métis issu d'un métissage blanc-noir a le droit de choisir, a le droit de dire moi je me sens plus noir, je me sens plus blanc parce que comme je disais, ça dépend de la personne, ça dépend de son expérience. Si la personne elle a jamais connu son côté noir, vous pouvez pas lui en vouloir de se sentir plus blanc. Et si une personne a vécu le racisme dans un patelin où il y a que des blancs, vous pouvez pas lui en vouloir de se sentir noir en fait. Je pense que toute personne issue d'un métissage blanc-noir s'est déjà posé ces questions et que c'est propre à chacun. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était juste pour partager mon expérience et raconter un peu ma vie par rapport à tout ça. Vous aussi, vous êtes issu d'un métissage, quel qu'il soit, comment vous vivez cette expérience. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous vivez ça, quel est le cheminement que vous avez eu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et que vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!